Bonjour à tous les trois, merci de m'accueillir ici dans vos locaux. Donc le but ici c'est de faire un petit point sur la petite année qu'on a passée ensemble, à vous accompagner. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques phrases qu'est-ce que Cocoya Think Lab? Cocoya Think Lab, c'est une association à but non lucratif qui forme les particuliers sur les thématiques du numérique. Il y a deux types de sujets. Le premier, c'est le sujet lié à la fracture numérique. Donc on aide les particuliers à savoir faire un usage quotidien des nouvelles technologies. Et le deuxième sujet, c'est travailler sur un usage éthique et responsable de nouvelles technologies qui devient de plus en plus important par rapport à tout ce qui est fake news, IA et ces sujets-là. Tout ce qu'on fait, c'est entièrement gratuit pour les bénéficiaires. Antoine, est-ce que tu peux raconter l'histoire depuis le début sur comment on s'est rencontrés, dans quel cadre, etc. Alors on s'est rencontrés lors d'une rencontre où les associations du 15e arrondissement recherchaient du mécénat, notamment des mécénats de compétences. Et donc on s'est rencontrés lors d'un speed dating. C'était sélectionné parce qu'on avait tous les deux pu faire des présentations de nos structures respectives et on trouvait qu'on pouvait être complémentaires, en tout cas, vous pouviez nous apporter de l'expérience, en tout cas sur un passage à l'échelle éventuel à moyen terme. Et c'est vrai que pour nous aussi, l'exercice était un petit peu nouveau. Est-ce que Stéphanie, toi, tu peux préciser un petit peu le contexte dans lequel vous étiez, pourquoi il vous a semblé pertinent de faire appel à du service de consulting un œil extérieur? On avait déjà fait appel à du mécénat de compétences sur des thématiques plus comptables. C'est un cabinet qui nous avait conseillé aussi. On avait trouvé ça extrêmement vertueux. Vertueux d'avoir un regard extérieur par rapport à notre quotidien et aussi l'expertise qu'un cabinet comme Maris pourrait avoir dans le domaine de l'optimisation des processus. Dans le cadre de notre stratégie de passage à l'échelle, on s'était dit que ça serait vraiment bien de travailler avec une organisation comme la vôtre. Est-ce que tu peux donner un petit peu plus de chiffres sur quels sont vos objectifs, vos échéances? Absolument. Donc aujourd'hui, Cocoya, c'est une structure qui forme environ 19 000 personnes par an. On anime entre 40 et 60 ateliers par semaine. On est une association essentiellement présente en Île-de-France. L'idée, c'est s'étendre sur l'ensemble du territoire et aussi avoir des ambitions à l'échelle européenne. Et on a été bien inspirés justement de faire toutes ces démarches d'optimisation des processus avec vous, un petit peu en amont de notre croissance, parce que là justement, on a gagné des projets aussi bien européens que à l'échelle nationale. C'était très bien de faire ce travail avec vous en amont pour nous permettre de dépoter. Donc nous, Maris Consulting, pour accompagner nos clients, on a l'habitude de faire d'abord une phase de diagnostic, puis de proposer un plan d'action par la suite. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu comment vous avez vécu ce diagnostic, Antoine par exemple? On l'a très bien vécu, le diagnostic. Ça s'est passé sur une matinée où il y avait tous les membres de l'équipe qui étaient réunis. Alors on avait déjà fait un petit point avec Stéphanie et moi pour déjà présenter la structure, le mode de fonctionnement. Ensuite il y a eu des petits entretiens avec tous les membres opérationnels. Je pense notamment avec Aurore qui est coordinatrice de projet. Justement pour avoir une vision globale de comment on fonctionne, quelles sont les tâches de chacun et où est-ce qu'on peut peut-être améliorer des choses. À l'issue de cette phase de diagnostic, on vous a fait une restitution. Je ne sais pas, vu de ta perspective, comment tu as vécu cette restitution? Est-ce qu'il y a eu des rapports d'étonnement? Comment tu voyais tout ça, Stéphanie? J'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet de se poser et de prendre un petit peu de recul par rapport aux différents éléments qu'on devait améliorer, ce qu'on ne fait pas forcément quand on est pris par le quotidien. Les différents points que vous avez mis en évidence étaient bien structurés, bien organisés, avec des propositions d'amélioration qui étaient intéressantes. Et ce que je trouve positif, c'est qu'il y avait différentes propositions et ça nous donnait une certaine liberté pour adapter ces propositions par rapport à notre fonctionnement et notre ADN. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu plus de détails sur les solutions, les changements qui ont opéré? Le premier changement, ça a été le recrutement de Souleymane, qui est ici aujourd'hui, qui a vraiment permis de soulager un petit peu l'équipe sur deux points particuliers. C'est celui du staffing de nos formateurs et celui du standard téléphonique. C'est vraiment au cœur de la fiche de poche de Souleymane, c'est le point de contact de tous nos bénéficiaires et aussi de nos formateurs. Et ça a permis de dégager du temps aux coordinateurs de projets qui ont pu vraiment rester focus sur les projets et moins être pris dans les urgences du quotidien, parce que en fait, c'est Souleymane qui est là pour gérer ça en amont. Et donc il s'agit d'une création de poste
qui n'a jamais eu lieu avant à Cocoya Think Lab. J'imagine que vous avez co-construit un petit peu la chose. Souleymane, est-ce que tu peux raconter un petit peu ce que toi, tu as mis en place depuis ton arrivée? On a mis en place 2 fiches process. Donc une fiche process pour les formateurs, une fiche process pour les lieux partenaires. Des fois, il arrive qu'on doit changer de formateur en cours de session car il y a des imprévus. Et donc cette fiche process, elle sert en fait à dire aux formateurs en fait ce qu'il doit dire déjà aux seniors, parce que des fois les seniors ils posent des questions pourquoi il y a tel changement ou autre. Et aussi savoir où il doit reprendre, s'il y a des informations pertinentes par rapport au lieu. Et aussi la fiche par rapport au lieu partenaire, en fait c'est pour savoir toutes les vérifications en fait, par rapport au matériel que le lieu partenaire. Suite au premier diagnostic, en fait, c'est vrai que les projets, on n'avait pas vraiment d'outils visuels pour voir où est-ce qu'on en était au niveau de ce projet-là. Et du coup, sur l'ensemble de nos tableaux de bord, maintenant, on a quelque chose d'assez visuel avec un graphique pour savoir où en est l'objectif. Si c'est un nombre de personnes accompagnées, un nombre de séances qui ont été mis en place, et en fonction du temps du projet, de la temporalité du projet. Et du coup, là, on a vraiment quelque chose d'assez visuel qui nous permet, d'un clin d'œil, en fait, de savoir où en est le projet, sur quel projet il faut mettre un coup de fouet, sur quel autre projet, on est plutôt à l'aise dessus. C'est quelque chose qu'on va essayer de standardiser sur l'ensemble de nos projets par la suite. Elle est super graphique. Si j'ai bien compris, maintenant vous êtes un petit peu plus dans une démarche de standardisation et d'anticipation. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu la vie avant l'arrivée de tous ces standards et la vie maintenant, qu'est-ce que tous ces standards ont apporté? Donc la vie avant tous ces standards, surtout avant l'arrivée de Souleymane, c'était un standard téléphonique avec 140 appels à remonter. Aujourd'hui, le maximum d'appels qu'on a remonté, je pense, Souleymane, c'est une quinzaine. Voilà, une quinzaine au maximum, même après un retour de vacances. Donc c'est déjà quelque chose qui soulage bien les équipes, même point de vue mental, se dire bon, à 150 appels à remonter, ça pouvait peser des fois. Juste pour compléter ce que tu dis, ça permet d'assurer une meilleure qualité de service par rapport à nos bénéficiaires, donc c'est vraiment très important. Un appel moyen, par exemple, avec un senior, c'est minimum 10 minutes. Il ne voit pas beaucoup de gens et du coup, ils prennent ce temps pour échanger. Tout ça, ça prend du temps et ça fait partie aussi de la qualité qu'on souhaite proposer aux bénéficiaires. L'autre point aussi, vous m'avez beaucoup parlé de staffing, donc comment placer des formateurs sur chacun des ateliers. Donc c'était quoi le mode de fonctionnement avant? Vous avez parlé beaucoup d'urgence et comment ça se marche aujourd'hui? Maintenant, en fait, on a une liste de formateurs qui sont là toute la semaine, qui ont chacun leur disponibilité. Et donc moi, en fait, je me fixe 2 semaines avant le début de chaque atelier. Il faut que chaque atelier soit staffé par un formateur. Ce qui n'était pas le cas avant et qui, des fois, est arrivé 2 jours avant, il n'y avait pas de formateur sur un atelier. Le but derrière tout ça, c'était d'améliorer un outil qu'on avait déjà. On avait déjà un outil de suivi des formateurs avec tous les formateurs. On a aussi un petit compteur pour savoir combien de formateurs sont disponibles, par exemple les lundis matins, combien d'ateliers on doit assurer le lundi matin, et du coup, comme ça, on a vraiment un suivi déjà, tout simplement pour savoir si on a assez de formateurs, mais surtout essayer de mettre une marge si jamais il y a des annulations de dernière minute, c'est des choses qui arrivent qu'on ne contrôle pas forcément, pour qu'on puisse proposer une solution de remplacement quand même assez vite. Et ce qui nous permet justement de faire un sans faute dernièrement et d'avoir 2 semaines de staffing complète. C'est aussi un outil qui va nous permettre de pouvoir déclencher les recrutements. Par exemple, dans 2 semaines, on voit que c'est limite sur une demi-journée. On va pouvoir dire à l'équipe RH, on a besoin d'un formateur en plus, et de pouvoir déclencher le recrutement assez vite. C'est beaucoup plus fluide avec les lieux avec lesquels on travaille. Il n'y a pas d'annulation de dernière minute qui entraîne beaucoup de désagréments au niveau de nos bénéficiaires et en ce qui concerne les lieux. Et d'autre part, au niveau de l'équipe, je sens vraiment un bien-être et une capacité à se concentrer sur leur travail qui est bien meilleur. C'est-à-dire que les coordinateurs de projet étaient obligés souvent de gérer l'urgence parce que l'opérationnel, ça prime. Et là maintenant, plusieurs fois, Antoine m'a dit je me sens serein, Souleymane est là, ça roule, c'est super. Donc d'une part, c'est la qualité du travail en lui-même et d'autre part, le bien-être au travail. La qualité de vie au travail. La qualité de vie au travail qui est meilleure. Nous, dans notre accompagnement, on vous a proposé plusieurs solutions. Vous avez bien écouté et mis en place tous ces changements. On a placé des points réguliers où on s'échangeait par mail, on avait des appels à distance. Qu'est-ce que vous aviez apprécié le plus dans notre accompagnement? C'est le fait que vous avez réussi à vous adapter à
ce statut un petit peu d'association qui est pas forcément qui font pas partie de vos clients habituels. Et c'était quand même toujours en prenant en compte cet aspect associatif, les aspects aussi des choses qu'on avait déjà mis en place au sein de l'association. Je pense par exemple l'outil de staffing qu'on avait qui était sur un Google Agenda, qui est toujours sur un Google Agenda mais qu'on va utiliser différemment plutôt que de passer sur un tout nouvel outil qui aurait été peut-être plus compliqué à mettre en place, plus compliqué à expliquer à toute l'équipe. Du coup aussi de garder cet ADN Cocoya dans les propositions que vous avez faites. On apprécie aussi votre enthousiasme, ça c'est vraiment très important. Merci pour tous ces conseils. Surtout quand on est une petite équipe et que toutes les ressources sont vraiment fondamentales. À la date d'aujourd'hui, quelles sont les prochaines étapes de la transformation ? En termes d'organisation, Antoine a mis en place un certain nombre d'outils pour gérer l'organisation du travail au sein de l'équipe. On a mis en place un outil qui s'appelle Clockify qui permet de gérer le temps des membres de l'équipe sur les différents projets. Le troisième point qui est très important, c'est justement les fameux appels à projets. Essayer de mieux planifier, mieux organiser, mieux anticiper la réalisation de ces appels à projets. Ça, c'est vraiment les autres étapes de perfectionnement. Le prochain point de focus. Oui, sur lesquels on doit travailler. Il y a aussi un autre point qu'on aimerait développer, c'est du coup la mise en place d'un CRM, justement dans l'objectif de développer notre activité, de développer des partenariats supplémentaires. Vous nous aviez aidé aussi à définir un petit peu un petit cahier des charges, donc ça c'est quelque chose qu'on a fait cet été et c'est quelque chose qu'on aimerait déployer assez rapidement d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup pour m'avoir accueilli pour cette interview. Merci Avec beaucoup à plaisir. toi, Christian. Bonne Bonne journée. journée.